Bonsoir à tous. Je m'appelle Geoffrey Vuillet, je fais partie des Altercato. Pour l'instant, je suis entrepreneur et j'anime des ateliers de formation sur le climat et sur la biodiversité, avec une association à côté qui s'appelle la Fresque du climat, voilà, pour sensibiliser au changement climatique. Et l'année dernière, il y a eu, on entend parler beaucoup aujourd'hui de décroissance, croissance, décroissance. Est-ce qu'il ne faut pas changer le modèle économique? Et l'année dernière, il y a eu à Paris le congrès de l'IPBES, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui était en fait un récapitulatif du travail de milliers de scientifiques à travers le monde sur l'érosion de la biodiversité à travers le monde. Et dans leur communiqué officiel, donc c'est un organe qui est sous l'égide de l'ONU, et dans leur communiqué officiel, il y avait une phrase qui était parmi les solutions envisagées pour enrayer l'érosion de la biodiversité, on trouve sortir du paradigme de la croissance économique et repenser les systèmes économiques et financiers actuels. Et du coup, ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, ça m'a frappé qu'en fait des scientifiques disent qu'il faille sortir du modèle, enfin du paradigme de la croissance économique. Donc je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose autour de la croissance économique. Donc c'est pour ça qu'on a fait lancer ce cycle du coup, de 3 conférences sur la croissance économique. Sachant que moi je voulais pas faire d'économie, pour pas tomber dans un discours trop théorique sur l'économie, etc. Mais plus expliquer, comprendre ce que c'est que la croissance économique vraiment. Qu'est-ce que ça représente en fait dans nos vies, autre juste un pourcentage sur des chiffres et pour un programme politique. Donc c'est pour ça que je ferai ce premier atelier. Au début, je me suis dit que j'allais trouver un économiste. En fait, j'en ai pas trouvé. Enfin, j'ai pas réussi à trouver de discours économique suffisamment concret. Tout tournait toujours trop autour de la théorie. Donc, je me suis dit que j'allais essayer de le faire pour voir si en fait moi, en tant que non-économiste, j'ai fait des études d'économie, mais non chercheur en économie, pouvait comprendre la croissance économique et les enjeux de la croissance. La prochaine conférence, la semaine prochaine, je serai pour le coup avec un économiste, un chercheur en économie, en histoire de l'économie pour être plus précis, et qui va être hyper intéressante, donc n'hésitez pas à en parler. En fait, lui est chercheur en économie et il s'interroge beaucoup sur toutes les notions de décroissance, effondrement, qu'il entend en fait à travers le public et les citoyens, et que eux n'étudient pas du tout en économie en fait, et qui est très peu étudié en fait au niveau académique et universitaire. Et justement, ça l'interroge en fait sur la position qu'en tant que chercheur ils ont, et peut-être un décalage qui peut exister justement avec les citoyens et les réflexions économiques des citoyens. Donc ce sera vraiment plus sous forme de débat et d'échange entre le côté réflexion économique de la part de consommateurs ou de citoyens face aux universitaires. Et le troisième atelier que j'animerai aussi sera sur justement essayer de comprendre la compatibilité entre le modèle de croissance économique actuel et l'effondrement de la biodiversité, la crise climatique et le possible épuisement des ressources, de certaines ressources naturelles. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici ou c'est clair? C'est ma... Oui. IPBES. IPBES. Ouais. Voilà. C'est ma première conférence, donc je sais pas, je vais essayer de faire quelque chose de bien. Donc si vous avez des questions ou si c'est pas clair, n'hésitez pas à intervenir et à me revenir vers moi. Donc en introduction, je suis reparti de là-bas, je me suis dit qu'est-ce que c'est que la croissance économique? La croissance économique, c'est juste l'évolution du PIB d'une année par rapport à l'autre. Donc après, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que le PIB? Donc on va creuser un peu ce que c'est que le PIB. Oui, du coup, c'est l'évolution du PIB d'une année par rapport à l'autre. Et pour pouvoir comparer les deux chiffres que sont le PIB de 2017 et le PIB de 2018, il faut aussi corriger ça de l'inflation. Est-ce que vous savez tous ce que c'est que l'inflation? Non. C'est super. Alors l'inflation, c'est ce qu'on appelle l'évolution de l'indice des prix. C'est-à-dire qu'en fait, on dit une année, la baguette de pain coûtera 1 €. L'année d'après, le boulanger va la mettre à 1,10 € parce qu'il veut se faire plus de marge. Et du coup,
en 2017, votre baguette vaut 1 euro. En 2018, votre baguette vaut 1,10 €. Pourtant, c'est le même produit, c'est la même baguette. Donc, en fait, on considère qu'il y a eu une inflation de 10%. C'est-à-dire qu'en fait, le niveau des prix a augmenté de 10%, mais ça ne reflète pas en fait, la quantité de richesse produite. C'est-à-dire qu'en fait, au final, on a toujours une baguette. Et du coup, ce pourcentage, cette augmentation doit être corrigée si on veut pouvoir comparer en fait, la somme de produits vendus ou achetés ou produites dans l'économie. C'est dû au fait que la monnaie a dévalué ou pas? Non, pas forcément, c'est juste des cycles naturels. En fait, il suffit que quelqu'un augmente les prix. Du coup, on peut imaginer par exemple si le meunier augmente ses prix, du coup le prix de la farine augmente. Derrière, le boulanger va dire du coup le prix de la farine augmente, donc moi j'augmente mes prix. Et après, le boucher qui achète son pain va dire pour faire son sandwich, je me dis moi du coup le prix de la baguette a augmenté, donc j'augmente mes prix. Et en fait, on peut avoir des boucles comme ça naturelles qui fait que les prix augmentent parce que les gens, en augmentant leur prix, s'aperçoivent qu'ils gagnent plus d'argent, ils se font plus de marge. Voilà. Et pour calculer cette inflation, on prend en compte justement, on essaie de comparer tous les différents prix de tous les différents produits vendus. On va comparer toutes les voitures d'une année sur l'autre qui sont vendues, toutes les baguettes, etc. Voir comment le prix évolue. Et en fait, on va faire la différence et si y a une inflation, c'est-à-dire que si les prix augmentent, on va le corriger pour pouvoir comparer le PIB pour que toute la base soit au même prix. Donc c'est des choses assez complexes, c'est quelque chose d'hyper complexe à calculer parce qu'il faut prendre les prix de tous les produits vendus, les répartir aussi dans les pondérer pour évaluer quelle place ils prennent dans l'économie. Parce que les aliments ne prennent pas la même place dans l'économie et dans le panier moyen d'un Français que des objets high-tech qui sont achetés une fois tous les 3 ans, par exemple. Mais à cela, il faut rajouter, dans l'inflation, ils prennent en compte aussi un côté subjectif. Par exemple, quand on a un iPhone 8 et que l'année d'après, l'iPhone 9 sort, il y aura une inflation parce que du coup, le niveau des prix de l'iPhone va augmenter. Mais le problème, c'est qu'on dit, oui, mais l'iPhone 9, c'est plus un iPhone 8. Il a plus de fonctionnalités. Donc, est-ce que l'augmentation du niveau des prix, est-ce que c'est une augmentation naturelle ou est-ce que c'est pas juste lié au fait que, en fait, on ait un nouvel appareil photo de meilleure qualité? Donc, en fait, on va dire, l'inflation, ça implique que, pas l'inflation, par exemple, le nouveau téléphone, comme il est de meilleure qualité, mon augmentation des prix, en fait, elle va pas augmenter parce que c'est pas le même produit, donc je peux pas les comparer. C'est juste qu'il est de meilleure qualité, donc c'est pour ça qu'il vaut plus cher. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'indice des prix, c'est très compliqué à évaluer et ça joue beaucoup sur le calcul de la croissance parce que c'est avec ça qu'il corrige le problème de la croissance. Il faut savoir que dans l'inflation, on n'inclut pas la hausse de l'immobilier. Donc en fait, souvent on pense que l'inflation c'est lié au pouvoir d'achat, etc. Mais pas forcément parce que si vous avez une inflation très faible, mais qu'à côté de ça vous avez 5% d'augmentation de l'immobilier, en fait votre pouvoir d'achat baisse, mais l'inflation, on vous dit que votre pouvoir d'achat augmente grâce à l'inflation. En même temps, si votre loyer baisse et que votre loyer ça représente 30% de votre budget, votre pouvoir d'achat baisse parce qu'il va pris en compte de l'inflation. Et pareil, si tout d'un coup, vous devez acheter une voiture et qu'en fait, toutes les voitures, elles valent 2000 € plus cher que l'année dernière parce que maintenant, elles ont toute la clim, on considère qu'il n'y a pas d'inflation parce que maintenant, vous avez des voitures qui ont de la clim, donc elles sont mieux que l'année d'avant. Par contre, vous avez toujours 10 000 € comme budget, maintenant, il faut payer 12 000 € pour une voiture. Et ça ne vous intéressait pas forcément d'avoir la clim, mais maintenant, il y a la clim, donc on considère qu'il n'y a pas d'inflation. Donc l'inflation, c'est très compliqué et c'est en fait assez subjectif en creusant. Et voilà, mais c'est juste une parenthèse, ça permet de corriger le calcul du PIB. Pour garder le même prix, par exemple pour la baguette, on diminue le poids par exemple. Donc là, c'est une façon. Non, parce que pour la baguette, pour le coup, je crois que c'est hyper. Normalement, une baguette, c'est 200 grammes. Sinon, c'est pas une baguette. Il y a eu certains produits qui étaient moins réglementés. Ouais. Mais ça peut jouer. Mais ça, c'est plus des techniques marketing, etc. Mais ça ne joue pas dans ce calcul d'inflation. Là, je vais vous parler maintenant du PIB. Le PIB, c'est l'ensemble de la production marchande des biens et services pendant une année. Pour illustrer ça, il y a 3 manières de calculer.
trois manières qui sont la production, calculée par la production, la valeur ajoutée dégagée par toutes les entreprises qui produisent. On peut calculer aussi par la consommation, donc toutes les dépenses des ménages et de l'État, et par les revenus, du coup tous les salaires et les revenus qui peuvent être sous différentes formes de dividendes. Pour illustrer ça, je vais prendre un petit tableau et je vais faire le prof, pour que ça vous parle mieux, si vous voulez. Je vais essayer, hein, je teste et j'innove. On va considérer qu'il y a Jean qui ramasse des champignons dans la forêt et il les vend 20 €. Il les vend 10 €. Enfin, il a ramassé des champignons, il les vend 10 € dans un petit village, en fait. Son activité, c'est de ramasser 1 kilo, ouais, ou un panier. Il les vend à Françoise, qui, elle, va les faire sécher et les revendre à l'épicier. Et elle va les vendre 15 € à l'épicier. Pierre, qui est l'épicier, voilà. Pierre, et du coup, Pierre, il les achète 15 € et il va les revendre 30 €. Voilà, qui veut essayer de calculer le PIB maintenant? Produit intérieur brut, normalement. C'est la valeur ajoutée de chacun, exactement. Donc en fait, on va faire la différence entre ce qu'ils gagnent, donc combien ils ont vendu et combien ça leur a coûté. Donc là, bah, en fait, il a gagné 10 € du coup. Hop, ça c'est les gains, enfin du coup ça va être son salaire. Jean a gagné 10 € parce qu'il a été juste à ramasser les champignons, il les a vendus, donc il a directement 10 €. Et là c'est 5, du coup elle a gagné 5 €. Parce que du coup, elle les a fait sécher, elle les a vendu 15, elle avait acheté 10. Et Pierre, il gagne 15. Donc en fait, là, vous avez le PIB, du coup, ça va être la somme, ça va être ce qu'ils ont gagné. Donc la somme de valeur ajoutée, ça va être 30. Donc on va avoir un PIB total de 30 ici. Donc ça, c'est la première manière de calculer le PIB, justement, c'est de calculer la valeur ajoutée. On fait la différence de chaque comme ça. Pour simplifier, on va dire que leur revenu, ça va être directement tout ce qu'ils ont gagné. Donc, ils gagnent 15, 5 et 10. Donc ça va être le calcul, la méthode de calcul par les revenus. Puis on va considérer qu'ils dépensent tous ce qu'ils ont gagné, ils le dépensent tous. Et du coup, bah, en fait, ils vont dépenser 10, 5 et 15. Donc en fait, là, il y a 3 méthodes de calcul du PIB qui sont utilisées. En fait, ils utilisent 3 méthodes aussi. Ça permet de pouvoir calculer le PIB de différentes manières. Parce que pour calculer le PIB d'un pays, du coup, là, c'est hyper simplifié. Mais il faut prendre en compte toutes les entreprises, tous les citoyens, toutes les institutions, l'État, les collectivités, etc. Et en plus, il faut rajouter les importations et exportations. Donc c'est assez complexe, mais schématiquement, en fait, c'est comme ça qu'on calcule le PIB. Et alors, si on veut calculer le PIB par habitant, il suffit de calculer faire le PIB total divisé par le nombre d'habitants. Donc là, c'est 3. Donc le PIB par habitant sera 10. Donc on peut voir que Jean est au niveau de la moyenne. Par contre, Françoise, elle y perd un peu, et Pierre gagne pas mal sur le. Donc ça, c'est très schématiquement pour calculer le PIB. Comment? En statistique, il est à 2200 milliards. En 2018, il est autour de 2200 milliards. Ouais. Donc par habitant, je crois que c'est 37 000. Donc ça, c'est la manière de calculer le PIB. Le PIB, du coup, c'est, comme vous l'avez vu, c'est l'ensemble des biens et services marchands qu'on produit pendant un an, pendant une année. Du coup, c'est un flux. Ça ne représente pas la richesse totale du pays. C'est juste la richesse produite pendant un an. Par exemple, quand on construit un bâtiment pendant un an, donc on fabrique ce bâtiment, donc ça va augmenter le PIB parce que du coup, il va falloir payer des ouvriers pour le fabriquer, acheter des matériaux, construire le bâtiment. Une fois qu'il est construit, en fait, il reste là. Et par contre, l'année d'après, en fait, on continue de produire des choses, on va payer juste l'entretien, etc. Mais on ne va plus fabriquer de bâtiments. Mais ça veut dire que potentiellement, si on considère juste qu'on a fait un effort supplémentaire pour fabriquer ce bâtiment, on peut avoir le PIB qui baisse l'année d'après. Mais pourtant, est-ce qu'on a une baisse de richesse? On n'a pas forcément de baisse de richesse parce qu'on aura ce bâtiment qui a été construit, mais qui n'est pas inclus dans le PIB. Le PIB, c'est vraiment juste les flux de production d'une année sur l'autre. En fait, ça crée un déséquilibre quand on compare plusieurs PIB. C'est pour ça que les PIB, par exemple, des pays en développement, la Chine ou en Afrique, etc., ont une croissance très forte. C'est qu'eux doivent fabriquer énormément d'infrastructures et du coup, qui demandent beaucoup de main-d'œuvre et beaucoup d'infrastructures, alors que nous, on n'a pas ces infrastructures à construire. Donc en fait, la structure, mais ce qui est inclus dans le PIB
de la France et des pays en développement n'est pas du tout le même. Nous, dans notre PIB, on n'inclut pas tout notre, enfin, ce qu'on peut l'appeler un trésor, mais en gros, toutes les infrastructures et toute la richesse qu'on a produit pendant déjà des dizaines d'années et qui existent. Voilà. Et donc, le PIB, ça inclut tout ce qui va être issu de l'économie marchande. Donc, c'est-à-dire tout ce qui correspond, enfin, tout ce qui inclut les transactions financières. Donc, dans le PIB, par contre, on ne va pas inclure tout ce qui va être non marchand, donc tout ce qui va être le bénévolat, l'utilisation de logiciels libres, ou même quand vous faites le ménage chez vous, c'est pas inclus dans le PIB, alors que si vous employez une femme de ménage, ce sera inclus dans le PIB. Et dans le PIB, on rajoute également, enfin ce que l'INSEE rajoute, c'est un calcul de l'économie souterraine. Parce qu'on dit, en fait, dans le PIB, on compte normalement toute l'économie marchande, mais il se trouve qu'il y a une économie marchande qui n'est pas déclarée, qui va être le travail au noir, voire le trafic de drogue, etc., dans certains cas. L'Italie, par exemple, a rajouté le trafic de drogue et la prostitution et tout ce qui est lié à la mafia dans son PIB. Ça lui permet en fait d'atteindre les quotas de 3% d'endettement auprès de l'Europe. C'est pratique. Comment ils peuvent évaluer comme c'est souterrain? C'est avec les statistiques en fait. On peut évaluer assez facilement justement avec les 3 méthodes de comptage du PIB en prenant soit la consommation. En fait, si on s'aperçoit qu'en fait il y a des particuliers qui dépensent plus que ce qu'ils gagnent, c'est qu'a priori en fait ils ont quand même trouvé de l'argent quelque part. Et en fait, c'est comme ça, c'est pour ça qu'ils utilisent ces trois méthodes de calcul. C'est aussi pour essayer de vérifier et de voir en fait s'il n'y a pas des trous où ils s'aperçoivent qu'il y a des endroits où il y a de l'argent qui arrive, mais que derrière, il n'y a rien qui a été produit officiellement. Mais ça reste assez... c'est vrai qu'il y a c'est toujours ça reste des estimations. Ce qui n'est pas non plus inclus quand on calcule le PIB, ça va être la répartition du PIB. On l'a vu là, en fait, quand on a un PIB par habitant, 2 pays qui ont le même PIB par habitant, c'est pas pour ça que le niveau de vie moyen des gens est le même. Si on a un pays qui est sous une grosse dictature, où en fait c'est le dictateur qui récupère 50% des ressources, c'est pas la même chose que dans un pays où on va être une démocratie sociale, où les gens sont tous à 10% autour de la moyenne. Dans un cas, en fait, même si la moyenne reste la même, dans un cas, les gens ont à peu près tous le même salaire. Dans l'autre, il y aura quelqu'un qui a la moitié des ressources et le reste, rien du tout. Et pourtant, c'est le même PIB par habitant. Donc ça, c'est pareil, c'est pas reflété dans le PIB et du coup, c'est pas reflété dans la croissance non plus. Et il y a une quatrième chose qui n'est pas du tout prise en compte dans le PIB, c'est la limite des ressources. Le PIB, c'est juste la calcul justement de la production, de la production marchande, des échanges. Mais par exemple, ça ne prend pas du tout en compte si on considère que, par exemple, un puits de pétrole se vide, c'est pas pris en compte dans le PIB. Dans le PIB, on prend juste en compte le fait d'utiliser, d'extraire quelque chose de ce puits de pétrole. Donc, ce que le mode de calcul du PIB implique, c'est que la croissance, quand on la calcule, on ne peut pas dire que ça augmente le niveau de vie des gens, parce qu'on n'est pas capable non plus de dire quelle est la répartition de cette croissance. Ça implique également que on ne peut pas dire non plus si la croissance implique une baisse du chômage ou pas, et plus d'emplois créés. Parce que si on développe des outils de production hyper performants, on améliore la productivité, par exemple en mettant des robots, bah, du coup on accroît le PIB, mais derrière ça détruit les emplois. Donc on peut avoir un accroissement on peut avoir une croissance économique qui est très forte, mais derrière qui ne se traduit pas par des créations d'emplois, voire des destructions d'emplois. Par exemple, en 1975, on était à un PIB de 1000 milliards d'euros et on avait un chômage de 4%. Aujourd'hui, on est à 2000 milliards, donc on a fait x2 en PIB, et par contre, on a un chômage de 10%. Donc il y a eu un doublement du PIB, et pourtant derrière, ça ne s'est pas traduit par une division par deux, division par deux du chômage. Donc, quand on prend en compte du coup, ce calcul du PIB, du coup cette croissance économique, ça veut dire que tout ce qu'on prend en compte, ça va être cette économie marchande qui est faite, et derrière, qui ne veut pas dire forcément un accroissement.
Par exemple, quand on a une catastrophe naturelle, si on a un incendie qui ravage un hôpital, il va falloir reconstruire l'hôpital. Donc, il va falloir faire tourner l'économie rapidement, réinvestir pour reconstruire cet hôpital. Donc, ça veut dire que le PIB va s'accroître. Mais derrière, c'est juste pour réparer quelque chose qui avait été détruit. Donc, en fait, la richesse globale de l'État, est-ce qu'on ne s'est pas vraiment enrichi au niveau global? On a juste créé de l'activité supplémentaire qui a permis justement de reconstruire cet hôpital. Mais derrière, on n'a rien créé de neuf. Là-dessus, à la fin, on avait un hôpital avant, maintenant on a un hôpital aujourd'hui. Il est neuf, mais en soi, on n'a pas créé de richesse supplémentaire dans notre trésor, enfin ce qu'on peut appeler le trésor. Mais du coup, ça veut dire aussi que, par exemple, l'obsolescence programmée et avoir des objets qui durent le moins longtemps possible, pour la croissance, c'est bien. Parce que ça veut dire qu'on construit en permanence. La croissance, c'est vraiment l'activité. Donc ça veut dire qu'on a une activité en permanence. Si on a le même objet qui dure 3 ans, c'est-à-dire qu'il faudra attendre 3 ans avant de le refabriquer. Alors que s'il dure 6 mois, tous les 6 mois, on le fabrique. Mais c'est ce qu'implique ce mode de calcul en fait, de la croissance économique comme indicateur. Ce que ça veut aussi dire, c'est que si on modernise un service, par exemple, on considère une caserne de pompiers, on va dire qu'elle nous coûte 100. Si on la modernise et qu'à la fin, elle nous coûte 95, ça va être une baisse de croissance. Parce qu'on aura le même service qui est fourni, ça marche mieux, enfin, on est plus efficace, mais du coup, on a une baisse de croissance parce qu'on dépense moins d'argent. Mais du coup, la réciproque est vraie aussi. Par exemple, si on a un service public, une caserne de pompiers qui nous coûte 100, on la privatise, et là, du coup, c'est une entreprise qui va le faire, ça va coûter 100 aussi, mais en plus, elle va faire 10 de marge dessus. Du coup, ça va faire une croissance économique, parce que du coup, on aura de la marge en plus générée par ce service avant, où il n'y avait pas de marge, parce que c'était l'État qui récupérait. Du coup, on a une croissance économique qui est gérée par cette privatisation. Alors maintenant, moi, ce qui me fait réfléchir, c'est sur justement cette croissance économique qu'on appelle croissance économique. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, quand on parle de croissance économique, ça veut dire que le seul objectif, c'est de faire mieux que l'année dernière. Donc en fait, réfléchir pour améliorer la croissance économique, c'est juste essayer de faire en sorte qu'on fait mieux que l'année dernière. Donc en fait, on ne peut pas réfléchir si on réfléchit en termes de croissance économique, on ne peut pas réfléchir le futur. Parce qu'en fait, notre seule référence, c'est le passé. Et en fait, notre seul objectif, c'est de faire mieux qu'hier. Et pas du tout de réfléchir à ce qu'on va faire demain. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très marquant, justement, dans cette réflexion de la croissance économique, qu'on entend beaucoup chez les politiques. Et c'est un peu le décalage qu'on a aujourd'hui. Beaucoup de monde nous demande, mais où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? À quoi sert la croissance? Il y a eu un peu le débat pour les dernières élections européennes, ou même le débat régulièrement. À quoi sert la croissance? Pourquoi est-ce qu'on veut toujours croître, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, croître, c'est juste dire on veut être plus actif. On veut faire plus de choses que l'année d'avant. Mais ça ne veut pas dire qu'on va s'enrichir, qu'on va améliorer le niveau de vie, qu'on va améliorer les choses. La croissance économique, elle signifie juste qu'on a plus d'activité. Et ça, c'est assez intéressant. Et une autre réflexion que j'avais, c'était comprendre pourquoi est-ce que du coup, aujourd'hui, on utilise le PIB et cette croissance économique pour comprendre le monde. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'outil principal qui est utilisé pour comparer les pays, pour comparer la puissance entre les pays. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cet outil a été développé surtout pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'en fait, ça permettait, à l'époque, c'était pas le PIB, c'était le PNB, donc toute la production en France. Et en fait, ça permettait surtout d'évaluer l'effort de guerre et en fait notre capacité à produire des chars, des tanks, etc. pendant la guerre. Donc ça avait une vraie utilité, et ça permettait vraiment de mesurer vraiment notre économie, comment elle allait, comment elle se portait, est-ce qu'on était capable justement de fournir suffisamment de munitions, d'armes, etc. pour cette économie de guerre. Et ça a été encore utilisé après la Seconde Guerre mondiale, pendant toute la période de reconstruction, où pareil, là en fait le PIB, ça correspondait à combien est-ce qu'on refabrique de maisons, d'immeubles, d'hôpitaux, etc. Donc c'était une phase de reconstruction. Et du coup, le PIB avait un vrai intérêt, parce que ça permettait, en fait, notamment pas l'ONU à l'époque, mais les organismes internationaux, le FMI, etc., qui ont été créés, justement d'allouer des fonds en fonction du PIB, justement, aux
le PIB permettait de mesurer en fait les pays qui étaient dans le plus en besoin de reconstruire leur économie et de reconstruire les infrastructures, etc. Donc, ça permettait de plus facilement allouer les fonds. Mais quand on arrive dans une économie de service, le problème du service, c'est toujours est-ce que c'est vraiment utile ou pas. C'est un peu impalpable et il y a beaucoup de services qui sont donnés gratuitement et qui peuvent devenir payants. Et est-ce que ça a encore un intérêt d'utiliser cet outil qui est très efficace et hyper pertinent pour des cas vraiment de mesurer la construction vraiment d'un pays, du coup l'étude du capital et vraiment de la production industrielle qui est nécessaire pour un développement économique. Mais est-ce que c'est utile pour étudier, analyser un pays qui est fait que de services? C'est un peu la réflexion que j'ai là-dessus, où je me pose la question. Autre chose qui est que le calcul du PIB, du coup la croissance économique, comme vous l'avez vu avec l'inflation, c'est hyper complexe. Pareil, pour calculer le PIB, il faut avoir les retours de tous les consommateurs, toutes les entreprises, toutes les institutions. Donc en fait, pour calculer le PIB, il faut 3 ans. Ouais, il faut 80 personnes qui bossent en permanence pendant 3 ans pour avoir le PIB. Donc c'est-à-dire que là, pour l'instant, en 2019, on va avoir le PIB de 2016. Et donc en fait, on a déjà toutes les politiques qui ont été, les programmes politiques, etc., qui sont basés sur relancer la croissance ou leurs prévisions de croissance. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui avait déjà, pour l'instant, les chiffres finaux de 2016 pour la croissance. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la croissance de cette année, on aura vraiment les résultats finaux en 2022. Et je trouve ça assez fou, en fait, que finalement, la croissance économique qui soit si importante et que tous les trimestres, en fait, on a les données de la croissance, etc. En fait, c'est juste des prévisions. On aura les chiffres finaux dans 3 ans. Et ça prend une place énorme, en fait, dans les décisions politiques et dans les décisions économiques aujourd'hui. Sachant qu'au final, l'INSEE dit qu'à la fin, ils ont une certitude de 0,2 points de PIB, enfin de 0,2% sur la croissance, sachant que la croissance est de moins de 2%, donc ça fait plus de 10% d'erreur de marge, que je trouve un peu énorme pour des mecs qui ont bossé pendant 3 ans pour calculer ce PIB, et quand on voit l'importance que justement cette croissance a aujourd'hui au niveau politique, économique, même mondial. La croissance économique fait partie des objectifs du développement durable. Elle est aussi inscrite dans les traités fondateurs de l'Union européenne. Donc en fait, c'est vraiment la croissance économique est vraiment ancrée dans la politique, dans la décision politique et dans les traités. Et pourtant, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que c'est quelque chose qu'on maîtrise pas tellement, qui est pas, enfin, le calcul n'est pas hyper fiable. Il y a énormément de choses qui ne sont pas prises en compte dans la croissance, comme les inégalités, l'amélioration du niveau de vie, le chômage. Et tout ça, c'est quand on parle de décroissance ou d'effondrement, ou est-ce que il y a des raisons de chercher la croissance à tout prix? En fait, on se dit, est-ce que la croissance, il faut vraiment en parler ou pas? Est-ce que finalement, c'est pas juste un outil qui ne devrait pas exister, en fait, enfin, qui ne devrait pas avoir cette place qu'il a aujourd'hui? Et la dernière chose, pour rebondir, c'est un peu sur quand la croissance économique quand je dis qu'elle ne prend pas en compte le futur, ça veut dire aussi que la croissance économique, elle n'inclut jamais les générations futures dans son mode de fonctionnement. Parce que déjà, on ne se projette pas dans le futur, il faut juste faire mieux que l'année d'avant. Et surtout, comme elle n'inclut pas du tout tout ce qui est ressources naturelles, la pollution et les externalités négatives, tout ça, en fait, parce que les ressources naturelles sont gratuites, donc on ne les prend pas en compte. La pollution, pour l'instant, elle n'a pas de coût, mais si elle s'accumule suffisamment, elle aura un coût plus tard. Mais comme elle n'a pas de coût aujourd'hui, elle n'est pas prise en compte dans cette croissance économique. Donc en fait, tout ce qui est des problèmes de biodiversité, climat, perte des ressources naturelles, c'est un vrai problème pour les générations futures. Et si on réfléchit uniquement en termes de croissance économique, en fait, on n'en prend pas en compte et on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'en prendre en compte, en fait. Et ça, je pense que c'est un vrai problème, et c'est pour ça que je ne sais pas s'il faut parler de décroissance ou autre, mais je pense qu'il y a le modèle de croissance économique qu'il faut revoir. Et qu'est-ce que dans la croissance économique on veut garder? Est-ce qu'on veut garder justement l'amélioration des infrastructures, la construction d'infrastructures? Parce qu'il n'y a pas d'autre partie dont on peut se passer et finalement dire est-ce qu'on a besoin
de tout le temps gaspiller cette énergie. Parce qu'au final, c'est juste l'énergie qu'on gaspille, enfin, c'est juste l'activité économique. Donc en fait, c'est juste des gens qui bougent pour faire des choses et qu'on paye pour ça. Donc est-ce qu'on ne peut pas simplifier les choses avec... Mais après, ça implique aussi, je pense, de repenser le travail et de dire est-ce que on paye encore des gens à travailler, est-ce que tout le monde doit travailler, est-ce que finalement on ne pourrait pas avoir un monde plus sobre avec moins de gens qui travaillent, mais ça pose aussi la question du travail et du coup la place des gens dans la société. Si on accepte qu'il y ait des gens qui ne travaillent pas, quelle est leur place dans la société, et notamment après sur la dignité humaine, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses là-dessus et si on veut réfléchir à la décroissance, je pense qu'il faut aussi réfléchir le travail et la place de l'homme, de l'individu dans une société en décroissance. Voilà, c'était un peu les réflexions que j'ai. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions ou autres? Ouais. J'avoue qu'en fait, j'avais pensé de cette histoire du fait qu'on connaît le PIB que 3 ans après. Par exemple, lorsqu'on nous parle de projection trimestrielle, comment ils font sur le doigt mouillé? C'est à 0,2%, c'est 0,2 points de PIB de marge d'erreur sur un travail de 3 ans. Quelle est la marge d'erreur sur quelque chose qui est pondu comme ça tous les trimestres? Elle y est. Et je sais pas, en fait, c'est juste pour donner une indication. C'est juste parce que chaque année, il y a un budget qui doit être avec ce budget, il doit notamment avoir la PIB. Et du coup, en fait, ils donnent les premières estimations. Là, du coup, tous les trimestres, ils donnent les premières estimations. Après, un an après, ils appellent ça comment? Les estimations semi-définitives. Et puis après, les estimations définitives. Quoi. Mais à chaque fois, ils ont un terme. Et du coup, et à chaque fois, en gros, tous les ans, on entend « Ah, du coup, le PIB a été revu à la baisse. » Du coup, ça en a une implication. Mais oui, en soi, c'est... Revu à la baisse, le budget est déjà passé. Quoi. Genre, les choses sont calculées à partir du PIB. Évidemment, sont déjà passées et on les prend en compte à quelque chose. Bah ouais, c'est un peu l'aberration en fait, mais c'est parce que ça intéresse les économistes et puis les modèles aussi. Il y a aussi ce qui est lié, c'est tout ce qui va être la dette aussi où ça joue beaucoup. En fait, l'estimation tout de suite, ça donne une estimation, enfin en gros une tendance de si il y a de la croissance plutôt forte ou pas. Et après, en fait, l'estimation à 3 ans, j'imagine que c'est notamment pour tout ce qui va être gestion de la dette et stabilité financière d'un pays ou pas. En fait, de s'apercevoir que, au final, on nous avait aperçu que c'était une croissance forte pendant 3 ans. En fait, c'est une croissance hyper faible. Et du coup, ils sont endettés bien plus que prévu. Et leur croissance, est-ce qu'elle va leur permettre plus tard de... Je pense qu'il y a de ça, mais honnêtement, je ne sais pas. Je n'ai pas très bien compris dans quel ordre de pays qui sont vraiment développants, donc qui n'ont pratiquement pas de services. Comment le pays permet vraiment, par exemple, de dire c'est quoi, c'est si on prend 2 pays qui a gagné à peu près le même stade de développement, si après il y en a un qui a un PIB plus faible, ça veut dire qu'il a besoin de plus d'aide ou quelque chose comme ça. Vous parlez après que le pays s'en servir pour. Ok, dans une société où beaucoup de services, c'est pas très pertinent, mais est-ce que c'est pertinent En fait, je crois que faut que je vérifie, mais ils allouaient les aides en fonction du PNB par habitant. Et du coup, les pays qui étaient en forte croissance, c'était qui étaient en construction. Et du coup, en fait, les pays qui avaient un PIB par habitant plus faible, c'est ceux justement qui avaient besoin de plus d'aide pour construire ces infrastructures. En fait, quand on rétablit par habitant, en fait, on se dit, en fait, eux, ils sont à 10 000. Du coup, ils sont en croissance, ils sont en train de tout reconstruire. Par contre, eux, ils sont à 5 000. Ça veut dire qu'ils ont vraiment encore plus de choses à reconstruire. Donc, on va leur allouer plus d'aide que ceux qui sont à 10 000 € par habitant. Mais, si c'est pas équivalent pour tous les pays, par exemple, tu disais qu'en Italie, ils ont pris c'est pas comparable en fait. Du coup, Non, c'est pas comparable, mais ça, il y a eu un débat. Justement, il y a eu un débat et l'Italie a été le premier à inclure tout ce qui était lié à la mafia et l'économie citoyenne. Après, l'Italie s'est justifiée en disant, en Italie, c'est énorme par rapport au PIB, par rapport aux autres pays. Donc nous, c'est justifié parce que nous, on a énormément de mafia. Donc c'est justifié qu'on offre ça. Après, c'est très politique en fait, parce que c'était pour le justifier auprès de l'Union européenne, la BCE, du FMI, etc. Donc en fait, la croissance, c'est aussi, la croissance économique et le PIB, c'est aussi un outil politique. C'est ce qui permet aujourd'hui de comparer les États entre eux. Avant, on les comparait sur le nombre d'hommes, la taille de l'armée. Et en fait, à un moment, ça ne suffisait plus pour comparer la puissance d'un pays. Et après, ça s'est transformé en fait en puissance industrielle, capacité.
Si c'est calculé de la même façon, calculé de la même façon, c'est calculé, ça répond aux mêmes règles, qui sont un espèce de cahier des charges de l'OCDE de je ne sais pas combien de dizaines de milliers de pages, avec tous les traités internationaux, et qui disent comment est-ce qu'il faut calculer le PIB. Après, eux ont dit, nous, on a une estimation fiable de notre économie souterraine, et on la rajoute parce que c'est significatif dans notre PIB. En France, ouais, mais en France, l'économie... du coup, eux, ils ont rajouté vraiment tout ce qui était lié au trafic, à la prostitution, au trafic de drogue, etc. Tous les pays ne l'ont pas fait. Par contre, en France, l'INSEE rajoute tous les ans, je crois que c'est 3,7% du PIB qui est lié à l'économie, pas souterraine, mais tout ce qui va être le travail au noir. Donc tout ce qui va être les babysitters pas payés, pareil les femmes de ménage, des choses comme ça qui ne sont pas payées, mais où il y a une transaction économique qu'on connaît, et c'est ça qu'on arrive à estimer. Est-ce qu'il existe d'autres moyens de comparaison des données? J'avais entendu parler du produit dollar brut, je sais pas quoi, mais peut-être d'autres moyens de comparer, je sais pas, la durabilité des produits, des solutions, est-ce qu'il existe Ouais, il y a, maintenant il y en a beaucoup qui se développent. Le plus connu, c'est celui qui a été développé aussi par l'ONU, c'était l'indice de l'IDH, l'indice de développement humain qui prenait l'éducation, l'espérance de vie, etc. Alors ce qui est intéressant en fait avec cet outil qui permet justement de mesurer le développement d'un pays autre que par l'aspect économique, et en fait on s'aperçoit qu'arriver à un certain PIB par habitant, jusqu'à un certain PIB par habitant, qui est, je sais plus, 7 ou 8 000 euros par habitant et par an, on a une vraie croissance en fait de l'IDH qui est corrélée avec le PIB. C'est-à-dire que plus le PIB par habitant, donc plus le niveau de vie par habitant augmente, plus l'IDH augmente. Par contre, on arrive à un seuil après où en fait c'est plus du tout corrélé. C'est-à-dire qu'en fait on sait qu'il y a un seuil de revenus par habitant au-delà duquel, en fait, c'est plus l'argent qui fait que l'indice de développement humain, du coup, l'éducation, etc., va se développer. Donc, c'est plus lié à l'argent, ça va être plus lié aux politiques, au contexte socio-culturel. Tu parles de l'Union européenne, c'est marqué les pays membres de l'Union européenne? Non, c'est pas marqué les pays membres de l'Union européenne, c'est pareil. La mission de l'Union européenne est de garantir les conditions pour une croissance économique prospère. C'est écrit comme ça. Et du coup, c'est une des missions de l'Union européenne. Donc ouais, c'est intéressant de se dire, est-ce que, je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que si tout d'un coup on réfléchit en disant, on arrête la croissance économique et maintenant on réfléchit, on fait de la décroissance ou un autre modèle de croissance économique, est-ce que l'Union européenne peut encore exister? Est-ce qu'elle est encore légitime? Et ça, je sais pas pour le coup. Je sais pas au niveau des traités comment est-ce que elle peut le faire. Je sais pas ce que ça impliquerait. Je sais pas s'il y a des experts en juridique ou pas. Mais tu disais que le modèle de croissance économique ne prend pas en compte le futur. Quand tu dis que ça ne prend pas en compte les générations futures, ok. Mais si on se dit qu'on veut faire mieux que l'année dernière, en fait, si tous les jours on se dit qu'on fait mieux que l'année dernière, en fait, dans le futur, ce sera toujours meilleur. Mais tu regardes jamais où tu vas. En fait, si tu regardes tout le temps d'où tu viens, tu regardes jamais où tu vas. Tu te projettes jamais sur le futur. À l'instant présent, tu es à un meilleur endroit que. Tu sais pas si tu es à un meilleur endroit. Par exemple, tu prends en compte les ressources, par exemple. Ouais. Effectivement, peut-être que l'année prochaine sera mieux, mais la génération d'après, dans 30 ans, elle n'aura plus les ressources nécessaires pour continuer ce phénomène. Bon, c'est vrai que les générations. Et puis si tu dis que, si tu parles juste au niveau matériel, moi je veux, t'es maire d'une ville, j'ai dit moi je veux que dans ma ville, tout le monde soit logé et avoir les infrastructures correctes. Tu peux très bien dire, en fait, du coup, on va construire des choses tous les ans, ou dire, en fait, je regarde où je vais, je mets ça comme objectif, et à la limite ça va me coûter plus cher au début. Du coup, il y aura une grosse phase de croissance où on va tout construire, etc. Et après, en fait, comme j'aurais tout dépensé, je me serai endetté, je vais faire une grosse coupure économique d'austérité, où du coup, on aura moins d'activité les années d'après, parce que tu auras, du coup, pendant 2 ans, tu vas construire tous tes bâtiments, toutes tes infrastructures. Après, tu dis, je vire la moitié de mes employés, des salariés, etc.
Parce qu'il y a mes infrastructures, et du coup, en fait, ta croissance économique, elle va baisser. Mais derrière, tu auras ce que tu voulais, tu auras tes infrastructures. Après, tu auras des gens au chômage, etc. Tu auras un PIB de ta vie plus faible. Mais enfin, théoriquement, c'est possible. Parce que tu t'es pas dit, je veux que tous les ans, j'ai plus d'activité. Le PIB, c'est vraiment l'activité. Donc, en fait, c'est pas palpable. C'est vraiment juste dire, en fait, tu as plus d'énergie qui est dépensée. Et en soi, même au niveau du développement, c'est un peu aberrant. Normalement, quand on recherche, enfin, si on est rationnel, on cherche à être le plus économe possible à terme, enfin le plus efficient. C'est-à-dire que pouvoir faire la chose de la manière la plus efficace possible en dépensant le moins d'énergie possible. Et dire, en fait, il faut que je dépense le plus d'énergie possible tous les ans, c'est un peu... Je pose la question, parce que le problème, c'est qu'on ne sait peut-être pas faire autrement, finalement. Donc, en fait, le PIB, c'est quelque chose de... indiscutablement, enfin, lequel va être difficile à calculer. Et c'est quelque chose que tout le monde peut pas comprendre et qui doit donc nous permettre d'avancer sans trop se prendre la tête et se pense que ben voilà, c'est quelque chose qu'on fait depuis des années. Et c'est clair, on n'arrive pas à concevoir autre chose que ça. On n'arrive pas, c'est un problème qu'on n'arrive pas à concevoir à long terme, avoir une politique à long terme, et juste se dire, il vaut mieux que, comme elle disait, il faut juste que je fasse mieux que l'année précédente. Ouais, mais qu'est-ce qui crée ces C'est juste un problème de paradigme. Ouais, mais ce que ça veut dire qu'on a juste la flemme de changer ou, enfin, Ouais, la flemme, où il y a vraiment une énorme inertie qui fait que... Est-ce que l'inertie n'est pas politique? Enfin, est-ce que c'est pas sinon les politiques qui ne peuvent pas changer? Enfin, ouais. Peut-être, ouais, pour revenir là-dessus, peut-être que tu as raison sur le fait qu'on ne trouve rien d'autre ou de mieux pour faire. Mais la question à se poser, peut-être qu'est-ce qu'on cherche à faire. Et je pense que, effectivement, le rôle du politique là-dedans a un lien, c'est-à-dire que il y a une volonté par des processus comme le calcul du PIB, j'ai l'impression, en politique, de savoir ce qui se passe dans un pays à un moment donné et de pouvoir avoir un sentiment, en tout cas, de maîtrise de quelque chose. Mais c'est pas dit qu'on soit obligé de gouverner un pays en sachant ce qui s'y passe économiquement et en ayant la maîtrise sur son économie, quoi. Parce que finalement, dans un pays, il y a plein de choses dont on n'a pas la maîtrise et sur lesquelles on ne cherche pas à l'avoir, ou en tout cas, quand on cherche à l'avoir, ça craint un peu. Et la question, c'est, alors c'est longtemps qu'on fait comme ça, mais est-ce qu'il faut avoir la maîtrise sur l'économie, sachant que quand on essaye de l'avoir, finalement, on trouve des facteurs vagues, voire carrément fallacieux, voire anciens, qui correspondent à pas grand-chose en fait. Je ne sais pas, mais je pense qu'il faut demander pourquoi on essaye de calculer déjà. Est-ce qu'on essaye de calculer par là? Pour se rassurer. Peut-être pour se rassurer, ouais. Il faut avoir l'impression de maîtriser ce qui se passe, ouais. Mais je pense qu'il y a un côté oui, très, très politique. Je pense qu'il y a aussi un côté où je pense qu'il y a beaucoup de choses au niveau politique, que ce soit au niveau des politiques, des politiques qu'on a actuellement, au pouvoir, qui sont aussi une génération qui n'ont fonctionné que par le PIB et la croissance et qui ne réfléchissent que comme ça aussi. Parce que je pense que justement, il manque cette projection vers le futur, qu'ils n'ont peut-être pas, parce qu'ils n'ont pas le même... aujourd'hui, quand on voit Si aujourd'hui, je pense qu'on arrive à des réflexions sur la décroissance, la sobriété ou l'effondrement, je pense que c'est aussi lié à des crises climatiques, effondrement de la biodiversité, qui font que certaines personnes qui sont plutôt jeunes ont une projection plus lointaine, et du coup qui se disent, en fait, le système actuel, on sait qu'il faut le changer. Et si on n'a pas cette projection, je pense qu'on ne pense pas forcément à se dire il faut changer à tout prix le système, parce qu'on était aussi dans un système qui nous a beaucoup apporté et nous a permis d'aller au-delà. Ça, c'est plus au niveau humain du politique. Mais après, je pense qu'il y a aussi quelque chose au niveau institutionnel politique qui fait que, par exemple, l'Union européenne s'est créée sur une union économique et pas une union politique. Et qu'en fait, sa vocation, c'est ce que je disais, en fait, c'est un peu maintenir cette croissance économique qui est quand même l'image que s'il y a de la croissance économique, c'est que tout va bien. Et que s'il y a une décroissance, c'est que ça va mal. Et que l'Union européenne, pour être stable aussi, je pense qu'elle a besoin de cette croissance économique là-dessus. Et après, c'est aussi un outil politique plus au niveau international, mais tout le monde sait que la Chine, tous les analystes savent que la Chine, les chiffres officiels de la Chine savent qu'ils sont faux et qu'ils sont surgonflés. Parce que c'est aussi, aujourd'hui, comme je disais, c'est aussi
c'est un peu une manière de comparer entre pays et montrer qu'on a un gros PIB et une grosse croissance, c'est montrer qu'on est actif et qu'on est un point lourd sur la scène internationale, qu'on devient une puissance. Je pense qu'il y a ça aussi. Moi, je ne suis pas d'accord avec Arnaud. Arthur. Quand il dit qu'on peut gouverner un pays sans économie, enfin, sans s'intéresser à l'économie, ce qui est important, c'est la politique. Moi, je ne sais pas si tu as dit ça ou je me souviens un peu de ça. Moi, j'ai deux exemples. On a deux exemples avec au Moyen-Orient. La Turquie et l'Égypte. Les deux sont politiquement des frères musulmans, enfin, en gros. Alors, l'Égypte a cassé la gueule avec Morsi, par rapport à la Turquie, parce qu'ils ne s'occupent pas des économies. Alors que les Turcs, qui sont frères musulmans, ils sont plus intéressés par l'économie et c'est pour ça qu'ils tiennent le pouvoir. Alors, ça, c'est la généralité. Je ne sais pas si ça peut avancer les choses. Alors que la Chine, c'est. En plus, je pense que les mathématiques chez eux, c'est important. Ouais, mais non, mais ça, après, sur l'économie, je pense que. Je sais pas, il faudrait peut-être demander à un expert des racines latines, mais. L'économie, c'est la gestion de. À la base, c'est juste la gestion de la maison. Enfin, du coup, l'économie, à la base, c'est la gestion de la maison. Et en fait, j'ai l'impression que la croissance économique, en fait, on perd ce côté gestion de la maison. Et qu'aujourd'hui, on cherche juste la croissance économique pour la croissance économique. Et en fait, du coup, ce côté gestion de la maison qui était juste, on a un outil pour vérifier que ce qu'on fasse soit pas stupide et qu'on ait une bonne tenue de maison. Mais derrière, l'idée, c'était juste d'avoir un outil qui nous permette, nous, de développer cette maison et de s'accroître. Mais l'économie était juste un outil de support qui nous aidait à aller à atteindre nos objectifs. Aujourd'hui, c'est cet outil, l'économie, avec la croissance économique, qui a un objectif. Dans tous les derniers discours politiques, c'est relancer la croissance économique. Du coup, c'est relancer l'outil. Enfin, l'outil n'est pas censé être relancé. Enfin, on est censé avoir un objectif, et cet outil, l'économie, est censé nous servir cet objectif. Mais ça ne devrait pas être un objectif en soi. Ouais. J'ai un détail. Est-ce que la dette, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi, enfin, tout de suite, c'est quoi les dettes des pays, dans les grands pays européens, enfin pas les chiffres, mais en quoi ils consistent? Et donc, est-ce que ça compte plus ou moins que la croissance dans l'évaluation de la santé économique des pays? En fait, ça dépend des pays et de qui détient la dette et pourquoi, mais en fait, les pays qui sont en forte croissance, potentiellement, vont pouvoir s'endetter plus. Et en fait, c'est aussi s'endetter. Ils s'endettent pour, en général, financer les grands projets, les grands travaux. Et c'est cet endettement qui peut aussi maintenir la croissance. C'est ce qu'il y a eu en Grèce, par exemple, où en fait, ils étaient hyper endettés, ils ont eu plein de fonds de l'Europe, etc. Et comme en fait, ils faisaient partie maintenant de l'Union européenne, ça leur a permis de s'endetter à des prix très bas, et du coup de se surendetter. Mais en fait, comme ils avaient de la croissance, il n'y avait pas de problème. Le problème, c'est que comme il y a une crise financière internationale qui arrivait, bah, du coup, leur croissance, mine de rien, comme les crises internationales est arrivée, bah, elle a baissé, elle s'est arrêtée. Et du coup, bah, en fait, ils ont dans un système d'endettement financé par la croissance. Et du coup, bah, là, ça s'est complètement cassé la gueule. Mais l'endettement, je pense que les dettes sont un vrai un vrai problème au niveau de la croissance. Et si on a aussi de la croissance, c'est lié. C'est-à-dire qu'en fait, si on s'endette, si on emprunte 100 et qu'on doit rembourser 105, ça veut dire que nous, il faut qu'on puisse dégager 105 à un moment pour l'embourser. Donc on va devoir croître. Après, soit on peut croître, soit on peut faire de l'inflation. En fait, du coup, on augmente le niveau des prix. Et du coup, bah, en fait, en stabilisant, on peut toujours gagner 100 l'année d'après. Si à l'inflation, en fait, on dit bah, on gagne 110, juste en créant cette inflation, alors qu'en fait, ça vaut 100 par rapport à l'année d'avant. Mais dans les chiffres, c'est 110. Et puis la dette, de toute façon, a été faite en 2008, donc on s'en fout de l'inflation. On pourra rembourser 5 avec la dette. Mais la dette, je pense que c'est un vrai problème aussi au niveau de la croissance économique. Je ne sais pas, est-ce que vous pensez qu'il faille faire de la décroissance, par exemple? Ça serait quoi les conséquences réelles d'une décroissance?
enfin, pour monsieur tout le monde, pour, enfin, j'en sais rien. Et ça serait quoi à part des chiffres, ça serait quoi les conséquences? Si on dit que la croissance ne crée pas forcément des emplois, est-ce que la décroissance, en revanche, elle détruit des emplois? Ouais, ça dépend comment on fait la décroissance. S'il y a une décroissance forcée, comme il y a en 2009, parce qu'il y a une énorme crise financière et qu'on a une crise économique majeure, bah là on a une décroissance forcée. Et donc en fait, bah, il y a des faillites qui arrivent, qui sont pas prévues, et du coup c'est des licenciements, c'est des gros licenciements aussi, parce que les gens se préparent à avoir une décroissance, et du coup il faut faire ceinture complète. Ou alors on peut imaginer, je ne sais pas à quel point c'est faisable, mais imaginer une décroissance en fait des choses inutiles. Mais je pense que ça a un vrai impact sur l'emploi et les salaires qu'il faut réfléchir. Mais si on considère qu'on arrête les livraisons à vélo et qu'on demande d'aller chercher leur pizza à pied plutôt que de payer des livreurs à vélo, bah, ça va faire une décroissance. Et pourtant, est-ce que ça va changer le monde? J'en sais rien. Non, mais c'est des précaires qui auront plus de boulot. Mais non, mais c'est vrai. Tu vois, est-ce que c'est Il reste précaire. il reste précaire dans tous les cas. Mais je pense que c'est vraiment ça qu'il faut réfléchir. C'est en fait quel statut et comment après on peut recréer des solidarités. Mais en soi, là, on est dans une économie de services, globalement. Des services avant, aujourd'hui, il y a plein de services payants qui étaient gratuits avant. Tous les services d'aide à la personne, l'aide à domicile, enfin, notamment des personnes âgées. Si les personnes âgées sont seules et isolées, si elles habitent chez leurs enfants, elles sont plus seules et isolées et tu as besoin de moins payer des gens à s'en occuper. Du coup, tu as une décroissance, parce que du coup, tu n'as plus ce service qui est payé. Mais derrière, au final, la personne âgée, quelqu'un s'en occupe dans tous les cas. Et du coup, en fait, ta richesse, ton niveau de vie global, est-ce qu'il baisse? Vu que tu as une personne, en gros, tu as un employé qui a plus de boulot. Ça, il faut y réfléchir. Mais, Il a parlé de l'armée. L'armée, on peut penser que c'est un moyen de décroissance, parce que bon, c'est des gens qui n'usent pas. Et pourtant, les grandes puissances, les grandes économiques, comme les États-Unis, la Chine, ils s'intéressent à l'armée. c'est un moyen de croissance aussi. Hein. C'est un moyen de croissance. Non, mais même financer une armée, acheter des chars, ça fait tourner l'économie. Une économie de guerre, c'est toujours une économie en croissance. Mais donc, ça fait... Oui, si on supprime l'armée, ça fait de la décroissance. Bah oui, parce que du coup, c'est toujours ça de moins à payer. Après, on est exposé, ouais. Donc, il faut voir où on est, mais... Le budget de l'armée américaine, c'est le budget de la France. Total. Si j'ai bien compris ce que tu as dit avec les familles et les personnes âgées seules, ça veut dire qu'il y a des choses qui avant se payaient pas parce qu'elles se faisaient naturellement et que à partir du moment où on a pu les acheter, quand l'opportunité s'est créée, c'est un modèle qui s'est développé. Est-ce que c'est possible que des phénomènes comme ça puissent revenir en sens inverse? Est-ce qu'il y a un point de non-retour? Parce que ça paraît plus facile de proposer d'acheter quelque chose qui ne s'achète pas encore que de ne plus acheter quelque chose qui ne fait que s'acheter. Bah, non, ça revient. Tu vois, je sais pas, la map du Simone, c'est un circuit court. En fait, tu coupes le revendeur. Du coup, c'est de la décroissance. Tu vas directement à la source. Du coup, c'est ton maraîcher et tu passes plus par un distributeur qui peut être un épicier, une grande surface, un grossiste. C'est ça, tu vois. Enfin, c'est un petit exemple, mais en fait, c'est possible et c'est facile d'y revenir. Enfin, c'est facile, ça dépend, mais... Je reviens un peu sur l'armée, enfin, pas directement, mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas se passer de la croissance pour être puissant à l'échelle internationale. C'est-à-dire que l'actionnaire, c'est est-ce qu'il peut rester puissant si on sort de ce paradigme de la croissance? Et oui, comment? Ouais, je sais pas. Non, mais c'est une vraie question. Peut-être qu'il ne faut pas aussi. La question, c'est est-ce que tu vas être puissant ou pas? C'est chercher à rester puissant. Parce que c'est important, parce que plus tard, si on n'est pas puissant, on est aussi vulnérable. C'est aussi la garantie d'une certaine qualité de vie, d'être puissant. Ouais. Sinon, il suffit juste de. Enfin, sinon, l'idéal serait changer l'indicateur, tu vois. De dire, on compte plus le PIB, on compte plus la croissance économique parce que c'est pas pertinent. Il y en a qui essayent, on dit avec justement
le bonheur national brut, etc., de recréer de nouveaux indices justement de développement ou de mesure en fait de son économie et plus du coup forcément de son économie, mais du coup du niveau de vie réel de sa population. Parce que pour l'instant, quand on parle de niveau de vie, c'est juste au niveau économique, c'est juste les revenus qui sont créés par la population en moyenne. Mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment un niveau de vie de savoir combien d'argent on a généré, ou est-ce que c'est pas lié à autre chose, par exemple tout ce qui est indicateur de développement humain, éducation, etc. Si on prend la qualité de vie et la puissance, là si on prend les États-Unis par exemple et l'Union soviétique qui sont assez importants, la qualité de vie aux États-Unis, est-ce qu'il est équivalente à la qualité de vie aux Union soviétique, enfin en Russie? Je sais pas. Ben c'est hyper subjectif justement, c'est ce qu'on peut mesurer. Moi, je pense que par rapport à l'indice du PIB, des PIB, il faudrait peut-être changer la donne par rapport au calcul. Le calcul est basé sur l'argent. Sur le PIB, c'est l'argent, les richesses de l'argent. Pourquoi ne pas, au niveau mondial, chercher dans la richesse humaine? Parce que, par exemple, en Afrique, on disait la qualité de vie, quand ils étaient, avant qu'il y ait la colonisation et tout, les gens étaient en qualité de vie dans leur façon, dans leur manière, mais ils avaient une qualité de vie. C'est par rapport à n'importe quel autre pays, au niveau humain. Alors, par rapport au salaire ou par rapport, par exemple, Jean qui a produit ces champignons, pourquoi n'échangerait-il pas qu'il fasse sécher lui-même, par exemple, ces champignons, et qu'il échange contre des briques pour construire sa maison, ou contre... il peut y avoir une autre forme d'économique plus humaine, plus, en parlant de décroissance, sans passer par l'argent, ça peut exister encore. Ou alors des monnaies locales, comme on a vu. Il y a d'autres possibilités, mais il faudrait que ce soit au niveau mondial. Et les politiques, ils ne veulent pas de ça, parce qu'ils veulent l'argent d'abord. Les profits d'abord, l'argent d'abord. C'est ça, pour arriver à changer la donne, que ce soit plus l'argent d'abord, que ce soit l'humain, les richesses humaines. Mais là, du coup, il y a deux choses. Il y a deux choses là. Vous parlez de deux choses. C'est dans la façon mondiale. Vous parlez de deux choses, des échanges. Du coup, comment on échange et tout, est-ce qu'on vient en troc, etc. Du coup, qu'il y a l'argent. Et l'autre qui est justement la richesse humaine. Comment est-ce qu'on évalue en fait la richesse d'un pays? Et là où c'est plus, du coup, c'est plus forcément les échanges, mais c'est la qualité de vie d'un pays, etc. Et là, quels sont les indicateurs? Enfin, comment est-ce qu'on le mesure et comment est-ce qu'on compare deux choses qui ne sont pas forcément mesurables? Oui, c'est ça. Je sais pas, du coup, j'ai pas de... Enfin, je sais pas comment on peut faire. Moi, je m'imaginerais le changement de paradigme, parce que la France seule, elle ne peut pas changer... oui, c'est ça, le monde. C'est pas nous, ici, qu'on va changer la France aussi, tu vois. Si, je pense qu'il y a des pistes... Il y a des pistes là-dessus, tout ce qui est revenu universel, même si c'est lié surtout à l'emploi, etc., je pense que c'est aussi lié un peu à une forme de décroissance, en fait. Enfin, tu peux l'imaginer avec la décroissance, en fait, tu dis tu as un revenu universel qui est alloué à chacun, et si tu veux gagner plus, en fait, tu fais cette activité, mais tu peux vivre, en fait, sans avoir besoin de générer d'activité. Ça peut ça derrière. Donc, tu pourrais imaginer que tout ça, c'est lié à une forme de décroissance. Après, l'autre chose au niveau... En fait, c'est en train de se faire. Par exemple, au niveau du textile, l'industrie du textile a toujours été en croissance. Et là, le patron d'Inditex, du coup, de Zara, etc., a dit il y a 2 ans, ils ont perdu 1% de PIB, au niveau du textile a perdu 1% de chiffre d'affaires mondial, du coup 1% de PIB, une décroissance d'1% au niveau mondial. Et en fait, il a dit aujourd'hui, c'est fini, on sait qu'on a atteint notre pic, et qu'en fait, il y a une tendance de fond qui va être à la décroissance du marché des vêtements. Je vois que les vêtements, aujourd'hui, c'est surtout du loisir, c'est plus de la nécessité. Le nombre de vêtements achetés par personne, c'est genre 15 par mois. Donc c'est plus un besoin de première nécessité, donc c'était vraiment du loisir et de la consommation juste, et du coup qui était lié justement à ce PIB. C'est juste de la consommation du coup qui crée cette richesse.
Et là, pour le secteur du textile, qui est un des plus gros secteurs dans le monde, ils disent que ça baisse, c'est une décroissance de leur secteur. Donc est-ce que ça ne veut pas dire que justement on peut créer cette décroissance? Et après, il faut voir où ça mène justement et comment elle se fait. Ça dépend est-ce qu'elle est brutale ou pas. Quand on revient sur justement tout ce qui n'est pas pris en compte dans le PIB, comme par exemple les ressources naturelles, si tout d'un coup on a une baisse, comme il y a eu une partie d'une des raffineries d'Aramco en Arabie Saoudite qui a été bombardée, si tout d'un coup il y a une guerre en Arabie Saoudite et que toute la raffinerie explose, s'il n'y a plus de pétrole qui vient d'Arabie Saoudite, c'est 10% de la production mondiale. S'il y a 10% de pétrole en moins, il y a 10% de PIB en moins. Parce que ça veut dire que les ressources pour pouvoir se déplacer et pour pouvoir générer cette énergie baissent automatiquement. Et ça, si ça arrive, ce ne sera pas anticipé. Et là, c'est une crise. Et on l'aura. Donc il y a des manières plus brutales de créer cette décroissance potentiellement. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'on veut que tout soit en décroissance? Par exemple, si on n'a plus de pétrole, du coup, il faut trouver des moyens pour tout le reste. Ou est-ce qu'il n'y a pas des secteurs, sans parler de croissance globale, mais de dire, est-ce qu'il n'y a pas des secteurs qu'on peut déjà commencer à faire baisser, où au final on s'aperçoit qu'on peut les remplacer par des choses, soit en ne payant pas pour la même chose, et en travaillant sur la solidarité et les relations humaines qui existent, qui ont toujours existé, notamment au niveau des services. Est-ce que ça, c'est pas une piste, en fait, sans avoir besoin de dire on met tout à plat, on arrête tout consommer, mais plus dire en fait revenir, ce qui vient souvent, c'est une forme de sobriété où on dit en fait on consomme que ce qui est nécessaire, où on imagine en fait acheter des produits qui durent plus longtemps, réparer les produits, etc. Quand on répare les produits, on leur donne une durée de vie, il n'y a plus besoin de les construire. Et ça baisse, c'est une décroissance en fait, réparer plutôt que de racheter neuf. Et pourtant, à la fin, le service est le même. Enfin, la richesse reste la même. Donc je sais, et du coup, ça crée une nouvelle forme d'emploi qui va être les réparateurs, plutôt que d'avoir des grosses industries qui tournent. Est-ce qu'il n'y a pas aussi on ne peut pas recréer une croissance plus vertueuse, mais du coup moins industrielle peut-être, j'en sais rien. Enfin, c'est des pistes. C'est justement dire que en consommant moins et en consommant mieux, peut-être qu'on peut aussi créer une sorte de façon différente. Le réparateur, le vêtement qu'on achète à l'occasion, on achète peut-être moins, mais de meilleure qualité. On ne recrée pas, mais pourtant on crée l'économie parallèle. Mais qui reste une croissance quand même. La décroissance, ça ne va pas être un but en soi. Effectivement, peut-être. C'est comme tu disais en fait tout à l'heure, c'est celui qui a l'objectif. Je souhaite que tout le monde puisse avoir la vie de façon digne, que tout le monde puisse accéder à une bonne scolarisation. Se fixer cet objectif-là, sans s'inquiéter de savoir si on est en croissance ou en décroissance ou pas. Et parce que je sais qu'effectivement, on vit dans un monde où on est toujours en croissance en croissance. Du coup, les gens, lorsqu'on dit non, la décroissance c'est mieux, ils en ont peur. Alors que finalement, si on fait les comptes dans 50 ans à la fin, on n'aura plus pris en compte, souvent on aura été en croissance en fait. Et quand on aura totalement jeté aux orties ce concept de croissance économique ou non, les gens, ça n'aura plus aucune importance pour les gens. La décroissance, c'est finalement un faux combat et au contraire quelque chose qui peut masquer le vrai objectif. Ouais, si, complètement. Complètement. Ouais. Plutôt une transformation en fait. Ouais. Effectivement, on aura des gens qui vont produire, on aura des gens qui vont réparer, on en voit déjà, sur le téléphone, etc. Ça va peut-être au contraire générer la croissance. C'est juste qu'on n'aura plus ça comme objectif. Ouais. Non, mais complètement, je pense que de toute façon, c'est le système économique qu'il faut repenser. Du coup, si on pense en décroissance, on reste dans le même système économique et qu'il y a quelque chose de lié à ça. Je pense qu'il faut vraiment, oublier l'économie. Il faut choisir ce qu'on veut et où on veut aller. Et après, le système économique, comme je disais, ça doit redevenir un outil. Et une fois qu'on dit maintenant on veut aller là, en utilisant ces ressources et en réglant le problème de climat, biodiversité et épuisement des ressources, on réfléchit ce nouveau monde, et puis après on demande aux économistes de trouver un modèle économique qui fonctionne là-dedans. Alors après, c'est un peu bête ce que je veux dire, mais finalement la sobriété chez des gens qui ne seraient pas acteurs économiques, c'est-à-dire pour un foyer basique, modeste, la sobriété, c'est un facteur de croissance à l'échelle du ménage. Si tu ne gaspilles pas effectivement en achetant 15 vêtements comme tu as évoqué par mois,
et que tu répares, tu recoues, etc., comme on faisait avant d'ailleurs, à l'inventer non plus là-dessus. C'est un facteur de croissance, c'est-à-dire je consomme que ce que j'ai besoin, je répare, j'achète pas inutilement. À la limite, je consomme moins de viande parce que j'ai pas besoin de manger de la viande tous les jours. On commence à l'entendre, mais ça commence à se développer. Et c'est très juste d'ailleurs comme raisonnement. C'est un facteur de croissance, surtout si tu achètes tes vêtements chinois, ton machin. Voilà. Mais c'est éphémère, peut-être. Bah, ouais, en fait... tu t'habitues à... Enfin, tu vois, en même temps, Mais en fait, c'est pas. Ouais, tu t'allais pour le coup, et ça revient sur justement la temporalité de est-ce qu'on veut une décroissance brusque ou pas, ou anticipée. Mais dans le cas, ouais, ça crée. En fait, ce qui est, on revient un peu à l'indicateur de richesse ou pas. Mais pour le foyer qui va avoir ça, pour eux, c'est une économie. C'est une économie. Ils améliorent ou trouvent un autre sens à leur mode de vie. Mais derrière, ça crée une décroissance pour l'économie globale, parce que du coup, l'argent avant qu'ils injectaient en croissance n'est plus injecté. Et du coup, au niveau de l'économie globale, ça crée une perte de... Mais oui, complètement. Ça peut avoir une espèce de... Mais alors que ça a un sens, ouais. Économie cachée, parce que ou épargne, qui elle, n'apparaît pas dans la croissance. Exactement, ouais. Mais c'est une forme de croissance cachée, pas une épargne, quoi, dans l'échelle. En fait, c'est pas... ouais, c'est une épargne, mais du coup, c'est plus une croissance, ça joue plus du tout sur la croissance économique, en fait. Ils épargnent, eux changent leur mode de vie, et du coup, ils aspirent justement à une meilleure richesse, enfin, une meilleure qualité de vie pour eux, un meilleur niveau de vie, qu'ils considèrent comme meilleur, mais en contribuant à une décroissance de l'économie globale. Mais complètement. Mais du coup, on en revient au même. En fait, c'est changer d'échelle, enfin pas d'échelle, mais de modèle d'évaluation. Le volume sonnant et trébuchant, dans un premier temps, est bien conservé. Enfin, si tu veux. Il n'est pas dispersé, mais 1 milliard, enfin, je dis une connerie, mais 1 milliard d'achats inutiles. Okay, ouais. Supprimés. Il ne part pas dans la croissance. D'accord. Du coup, tu as une décroissance d'1 milliard. Tu as une décroissance d'1 milliard. Ouais. Ceci dit, ce milliard n'est pas pulvérisé. Ce milliard, il est encore présent. Ouais, mais du coup, il est présent, il est épargné. Mais pour l'année d'après, en fait, il n'existe plus dans l'activité. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus cette activité. Il peut servir plus tard à autre chose. Mais c'est-à-dire qu'en fait, normalement, tu crées 1 milliard par an. Ouais. Là, ton milliard, tu l'as mis de côté. Ouais. Et du coup, il ne sera plus créé les autres années d'après, quoi. Ouais. Mais du coup, à long terme, ça veut dire que tu aurais créé 10 milliards après de choses inutiles. Potentiellement. Voilà, des milliards inutiles. Alors que là, tu as mis 1 milliard qui est de côté. Et du coup, qui arrête des milliards inutiles, quoi. Donc voilà, mais c'est vraiment dans la réflexion de quels indicateurs on peut réfléchir et comment on peut réfléchir justement à ce changement de... Si j'essaie de résumer un peu, j'ai l'impression qu'il y a deux possibilités pour changer de paradigme. Soit une possibilité par le haut, où finalement on changerait simplement de méthode de calcul pour estimer la richesse d'un pays. Et donc, du coup, tout découlerait naturellement jusqu'en bas, et comme on ne calculerait pas un chiffre qui ne signifie pas grand-chose, comme on calculerait plutôt un chiffre qui essaie de mesurer quelque chose de richesse réelle. Alors, avec tout ce que tu as dit, ça me paraît, je n'arriverai pas à faire heureusement, mais ça semble logique que ça serait pas fait de façon positive. Et la deuxième voie, c'est par le bas, où plutôt que d'essayer on essaie d'infléchir des comportements nouveaux qui tentent de court-circuiter les mécanismes qui font que le PIB croît. Et du coup, moi, ma question, je ne sais pas si j'ai clair jusque-là, ma question, c'est dans quelle mesure, si la seule voie est par le bas, parce que celle par le haut semble un peu utopique, elle n'est pas limitée, extrêmement limitée par le manque de volonté politique dans le il y a un moment où les deux devraient se rencontrer et à quel endroit ça n'arrivera pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça se rencontre? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça se rencontre? Ouais. Non, mais c'est les vrais enjeux aujourd'hui. C'est vraiment il y a des mouvements citoyens individuels qui se regroupent et qui existent, qui lancent une dynamique.
Et après, on sait qu'aujourd'hui, si on veut vraiment qu'il y ait un changement, il faut que ça passe aussi par le politique, du coup, qui représente le collectif, pour pouvoir entraîner ça. Mais au final, il faut peu de... Globalement, il faut peu d'individus qui se mettent à changer pour que tout change, en fait. Ça, c'est une conviction. Comment ? Ça, c'est une conviction personnelle ou c'est... Non, c'est une réalité aussi économique des choses. Toutes les grandes entreprises font beaucoup d'études marketing, etc. Et dès qu'elles voient une tendance, elles se mettent dedans parce que pour elles, justement, on en revient aussi la croissance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs où la croissance, en fait, elle est très faible. C'est des secteurs saturés où la croissance est très faible. Et du coup, même un tout petit groupe, pour eux, potentiellement, ça représente une croissance supplémentaire. Et on peut utiliser ce levier-là pour faire changer les choses. Typiquement, le vrac. Il y a quelques groupes qui se sont dit moi, j'achète maintenant des trucs, mes produits en vrac, je me mets au zéro déchet. Tous les supermarchés font du vrac maintenant. Enfin, du vrac dans tous les supermarchés, Carrefour, etc. On pense ce qu'on veut. Mais ça a fait changer les gros. Et maintenant, tout le monde sait ce que c'est que le vrac. Et tout le monde a déjà au moins acheté une fois en vrac. C'était pas le cas. Et alors qu'il n'y a pas grand monde. Hein. Les gens qui se sont mis au zéro déchet au début, ils n'étaient pas des milliers des cents. Et aujourd'hui, il y a les choses zéro déchet qui se mettent en place et tout le monde en a entendu parler, tout le monde a essayé des shampoings solides ou autres. Et ça, typiquement, c'est les gens aussi suivent les tendances. Hein. Enfin, c'est vraiment, il y a un côté un peu pas d'instinct grégaire où Enfin, non, mais c'est bête, mais il y a beaucoup de secteurs où ils doivent se démarquer. Et pour se démarquer, ils cherchent le marché de niche parce qu'ils disent potentiellement c'est un potentiel de croissance. Du coup, ils vont investir parce qu'ils ont de l'argent pour investir et que eux ont besoin de rester encore dans ce monde. S'ils voient le monde évoluer, enfin, les marketeurs sont parfaitement conscients de l'évolution des gens et ils analysent très bien les profils des gens, des personnes et du coup, ils vont adapter leur offre là-dessus. Et je pense qu'il y a un levier là-dessus en jouant là-dessus, en créant un nouveau modèle, une nouvelle typologie de consommateurs. Et en les poussant à aller vers là. Enfin, après, c'est mon avis, mais il y a vraiment beaucoup plus que ce qu'on croit, des modifications qui sont... Même si les industriels n'ont aucune conviction, ceux qui font le marketing n'ont aucune conviction, ce qui les intéresse, c'est ce que veut le citoyen. Par exemple, un des plus gros... c'est intéressant, un des plus gros... opposants aux États-Unis à Donald Trump, c'est Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Et Amazon, leur motto, c'est de dire nous, on répond à la demande de notre client. Si notre client veut être livré en 24 heures, on pourra affréter un avion pour lui en 24 heures sans problème. Ça va nous coûter des milliers. On va perdre, même si on perd 5 000 € sur son colis, s'il veut que son colis soit livré en 24 heures, et qu'on doit payer un avion pour ça, on le fera. Mais la réciproque est vraie, en fait. Et sur le changement climatique, ils ont engagé énormément de choses, parce qu'ils ont énormément de demandes de leurs clients en disant, si vous ne faites pas quelque chose sur le changement climatique, nous, on arrête de venir chez vous. Et du coup, ils disent, si nos clients, ils veulent plus d'écologie et moins d'emballage et un truc plus respectueux, on ira aussi là-dedans. Parce qu'ils sont aussi bloqués. Et ça marche, ça les fait bouger. Enfin... Et il en faut vraiment peu pour les faire bouger. Parce qu'ils cherchent tout le temps à se démarquer des autres. Je me aussi par rapport au mécanisme des minorités, comme vous disiez, ouais. Les minorités par rapport à zéro déchet. Dans mon histoire, on a vu qu'il y a eu parfois, que ce soit au niveau des idées, au niveau de façon de voir la vie, il y a eu des minorités qui ont été influencées. Admettons, dans chaque pays, il y a eu des syndicats, par exemple, dans chaque pays d'Europe, l'Allemagne, la France, la Belgique, bon, et ils se sont regroupés, toutes les minorités se sont regroupées, et ils ont fini par démocratiser les pays. Après, grâce aux syndicats, nos acquis qu'on a eus, bon, c'est grâce à des minorités qui se sont battues pour se multiplier pour obtenir quelque chose. Alors, si pour l'écologie ou pour d'autres, maintenant, il y a plusieurs minorités en Allemagne qui font comme nous, en Espagne qui font comme nous, par exemple, si on arrive à se réunir
dans la décroissance ou dans le même sujet, dans la même activité, bon, bah, ça peut s'agrandir après. Et je crois que c'est dans la communication aussi, dans chaque... est-ce que j'arrive à m'expliquer? J'arrive pas vous arrivez à comprendre. Les minorités s'unissent, après ça influence, comme vous disiez là par rapport aux industriels et tout, ça peut s'influencer, ça peut s'agrandir, ça peut après changer la donne petit à petit. Pour l'instant, on se croit petit, on se croit à nous dans nos foyers, mais si tout ça se multiplie, ben, après ça prendra une importance. Et ça peut apprendre une importance humaine au lieu d'une importance justement économique. C'est possible, c'est possible. Toutes les potentialités humaines, on a tous des possibilités. Et il y a un film là qui paraît maintenant, c'est Nouvelle Cordée, je crois, c'est ça, Cordée, de Marie-Annick Roblin, je ne sais plus son nom, Robin. C'est Nouvelle Cordée, c'est l'exemple de Marie-Monique Robin, oui. Vous n'avez pas entendu parler de ce film qui va apparaître là bientôt? Il y a une avant-première à Lyon, d'ailleurs, aux Zola, à Villeurbanne. Un exemple de chômeurs de longue durée qui ont réussi à s'assembler tous par rapport à leur capacité, à leur ancien métier et tout. Et ils ont, enfin je résume, hein, et ils ont réussi à créer une petite entreprise entre eux. Et ils ne sont plus au chômage. Alors, je veux essayer de vous renseigner par rapport à ce film. Mais c'est dans un village des Deux-Sèvres. Dans un village des Deux-Sèvres en France. Bon, enfin, ça peut être des exemples, comme d'autres petits exemples aussi, qui se passent en France, qui se passent dans d'autres pays, peut-être aussi des petites groupuscules comme ça qui réussissent à s'en sortir par rapport face à des nouveaux projets économiques, des nouveaux projets. Et si ça se multiplie, bon ben, voilà, c'est agir, faire quelque chose, ne pas se laisser dire il n'y a plus de possibilités, on est foutu, surtout pas. On peut faire changer les industriels, mais bon, le problème, pouvoir de l'argent, ça va prendre du temps pour qu'ils puissent. Les lobbies, tout ça, on peut y arriver. De toute façon, la croissance, on peut se poser aussi la question de sa finalité. Quand on fait un modèle de croissance, si c'est quelques pourcentages, à long terme, ça devient exponentiel. Par exemple, si on a une croissance moyenne de 5% par an, ce qui n'est pas beaucoup, là, on considère que, voilà, si on considère que le monde a atteint une croissance moyenne de 5% par an, ça veut dire que le PIB mondial, en 2100, il sera 50 fois celui qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, l'activité de tous les jours, enfin, en une année, sera 50 fois ce qu'elle est aujourd'hui. Juste en 2100. Donc, si on continue après, encore pendant 20 ans, on sera à 350 fois. À quel moment est-ce que c'est concevable d'avoir une activité économique, du coup, juste une activité de production qui soit 50 ou 300 fois celle qu'on a aujourd'hui? Faut me dire ce que c'est comme activité économique, parce que j'ai du mal à imaginer. Pourtant, j'aime bien la science-fiction, etc. Mais, ouais, mais 50 fois la population mondiale, je suis pas sûr qu'on soit 350 milliards en 2100. Enfin, mais la croissance économique, on n'a pas du tout parlé, mais la croissance démographique aussi est une des raisons de la croissance. Si dans un pays on a une croissance démographique de 2% par an, on peut considérer comme légitime qu'il y ait un accroissement économique de 2% par an, parce que du coup, il faut recréer de nouvelles maisons. Mais globalement, aujourd'hui, on a une décorrélation. On a quand même la croissance économique va plus vite que la croissance démographique. En Europe, on est quasiment stable, voire on perd des habitants, et il y a encore la croissance économique. Donc après, la croissance économique, c'est vraiment l'activité en une année. C'est pas la richesse qu'on a, c'est pas ce qu'on a de beaux apparts, c'est combien on construit de choses en une année, etc. Donc c'est vraiment ça le PIB et la croissance économique. Est-ce qu'on fait plus de choses, on construit plus de choses? Donc ma question, c'est qu'est-ce qu'on va construire demain? Qu'est-ce qu'on va avoir comme activité? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de s'exciter comme ça? Pour fabriquer quoi? Pour qu'on ait tous 8 iPhones avec 5 appareils photo pour avoir
Non, mais c'est le plus gros secteur en croissance en France, c'est le tourisme. Et ça représente 10% du PIB et ça représente 1%, enfin, ça représente une grosse partie de la croissance économique. C'est le tourisme, du coup, le loisir, etc. Donc, il y a c'est une vraie réflexion. En fait, derrière la croissance économique, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on développe? Justement, pour maintenir cette croissance économique, quoi. Même s'il y a plein de choses bien sur le tourisme, mais ça pose quand même aussi des problèmes de dire qu'en fait, un des principaux leviers de la croissance, c'est le tourisme et le loisir. Enfin, du coup, demain, qu'est-ce qu'on va chercher pour croître si on cherche à continuer à croître à tout prix?